Merci de nous avoir rejoints pour la présentation de cet appel à manifestation d'intérêt donc lancé par l'Axe Recherche et Innovation Ecophyto. Donc sur le rôle, la responsabilisation et la mobilisation des parties prenantes dans les filières, les chaînes de valeur et les territoires donc pour la transition vers une agriculture de moins en moins dépendante aux produits phytopharmaceutiques. Donc l'ordre du jour sur cette présentation. Donc tout d'abord, nous aurons la présentation des enjeux de l'appel en faveur des cophytos donc par Marie-Camille Soulard qui va représenter les copilotes ministériels. Ensuite, nous aurons la présentation des enjeux spécifiques de l'appel avec Julie Subervi et Laurent Parot, donc, qui sont membres du comité scientifique d'orientation, recherche et innovation et qui sont copilotes voilà, de la mise en place de cet appel à projet. Et on terminera par un rappel des modalités pratiques et ensuite on laissera place à un échange voilà, pour toutes vos questions-réponses sur le contenu de l'appel. Donc, je vais donner la parole à Marie-Camille Soulard, donc, du ministère de la Transition écologique. Tiens. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer de faire une petite introduction assez rapide pour poser un peu le contexte et les enjeux de cet appel pour les ministères. Donc, déjà, on se place enfin, l'appel se place dans le contexte de la stratégie Ecophyto 2030. Mais c'était là, cette slide, pour rappeler qu'en fait, il y a eu plusieurs versions, enfin 4 versions successives depuis 2008 d'Ecophyto. Et donc là, aujourd'hui, on est dans la stratégie Ecophyto 2030, donc la dernière qui a été publiée en mai de l'année dernière. Et dont l'objectif, c'est de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques de 50% à l'horizon 2030. Et donc, cette stratégie, elle est pilotée par les ministères, enfin, par 4 ministères. Donc, le ministère en charge de l'agriculture, de la transition écologique, de la santé et de la recherche. Donc on peut passer voilà, à la suite. Là, je voulais juste rappeler que donc, en fait, jusqu'ici, les appels à projets qu'on a pu publier et ouvrir, ils l'ont été dans le cadre de Ecophyto 2+. Donc, c'était la version précédente d'Ecophyto. Et donc, en fait, dans cette version-là, il y avait un axe recherche et innovation qui mettait en place ces appels et les publiait. Et on œuvrait ensemble avec donc, les 4 ministères. Donc, on est aussi 4 pilotes de cet axe recherche. Donc, il y a le ministère de l'Agriculture avec Manon Michaud qui est présente ici, de la Santé avec Robin Roche, et le ministère de la Recherche et moi-même pour le ministère de la Transition écologique. Et on travaille du coup avec l'équipe d'animation, donc Sonia et Caroline, avec qui vous avez peut-être déjà échangé, et puis le CSORI, donc le Comité scientifique d'orientation, recherche et innovation, qui participe du coup à rédiger les appels, faire les évaluations de projets, etc. Et donc qui va vous présenter juste après les enjeux scientifiques de l'appel. Voilà, si tu peux passer à la slide suivante. Et donc là, en fait, dans la stratégie Ecophyto 2030, qui a été publiée l'année dernière, le rôle central de la recherche, de la production et de diffusion de nouvelles connaissances a été réaffirmé parce qu'il y a du coup un axe 4 qui porte sur la recherche, l'innovation et la formation. Et donc là, c'est dans ce cadre-là que se place l'appel en question qu'on a publié. Et donc, c'est toujours la recherche dans ce cadre qui est pilotée par les 4 ministères que j'ai cités précédemment. Et on travaille toujours pareil avec une animation et le CSORI pour concevoir, organiser, suivre et valoriser des dispositifs de recherche, donc entre autres des appels à projets. Donc, il n'y a pas que ça, mais là, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Afin de mobiliser et structurer l'écosystème recherche-innovation, afin de produire des connaissances qui soient utiles du coup pour atteindre les objectifs fixés par la politique publique Ecophyto. Donc là, dans le cadre de cet axe, on essaye aussi de répondre aux besoins des autres axes de la stratégie. Donc, par exemple, on peut enfin, il y a des sujets de recherche qui peuvent porter sur les différents domaines. Donc, par exemple, la transformation et la reconception des systèmes de production, la réduction des risques et des impacts des produits phyto sur la santé et l'environnement. Et aussi, on peut parfois traiter des sujets sur la recherche de solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques, du coup, en complément
du PARSADA, donc, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le plan d'anticipation des retraits de substances actives et des développements d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques. On a aussi un objectif de piloter globalement toute la recherche qui a lieu dans le cadre du plan Ecophyto. Dans cet axe 4, là, il a été aussi affirmé qu'on essayait d'avoir un lien plus fort avec les enjeux et les aspects de formation. Donc voilà, ça c'est pour un peu positionner la recherche dans le plan Ecophyto. Et maintenant, là, je vais vous parler plutôt de l'enjeu de cet appel en particulier pour les politiques publiques. Donc nous, le but en lançant cet appel, c'est de poursuivre la mobilisation de la recherche et innovation sur la thématique de l'engagement des acteurs parties prenantes des filières des territoires. Donc en fait, cet appel, il fait suite à deux appels précédents qui avaient pu, donc l'appel leviers territoriaux qui avait été publié en 2018 et un appel aussi précédent parties prenantes qui avait été publié en 2020. Donc voilà, il y a déjà de la recherche qui a pu avancer sur ce sujet dans le cadre d'Ecophyto, mais il y a encore des sujets à investiguer. Et donc, voilà, on a souhaité lancer cet appel ici. Euh, une petite originalité, c'est que enfin, par rapport à la majorité des appels qu'on met en œuvre, c'est que cet appel à projet, il cible assez en priorité les sciences humaines et sociales. Donc, par exemple, nous, les questions qui nous ont intéressés dans le cadre de la politique publique, c'est notamment, enfin, toutes les questions qui nous sont intéressées, mais c'est notamment quelles stratégies et quels intérêts guident les actions des acteurs, des différents acteurs des chaînes de valeur, quels sont leurs rôles et leurs responsabilités, leur mode d'implication et d'interaction auprès des autres acteurs des filières et au sein des systèmes alimentaires et des territoires, et aussi comment du coup lever les verrous de la transition pour enclencher une massification qui dépasse l'adoption de pratiques par des pionniers seulement dans les systèmes. Et donc voilà, donc pour nous, au niveau des politiques, l'attendu des projets, c'est donc bien sûr d'enrichir les connaissances existantes sur le rôle, les responsabilités et les modalités d'engagement des différents acteurs qui sont partie prenante dans les chaînes de valeur, du coup, depuis le maillon production jusqu'à la consommation. Et enfin, c'est aussi, si possible, de proposer des nouvelles modalités opérationnelles pour impliquer ces acteurs et des organisations collectives aussi à proposer. Voilà, donc je vais laisser maintenant le CSERI en dire plus enfin, plus de détails sur les enjeux scientifiques de l'appel. Marie-Camille, oui, on va donner la parole à Julie, toi qui est libre pour redéfinir un petit peu. Oui, alors donc dans cet appel à projet, on part bah, des connaissances qu'on a déjà qui sont bien établies hein, sur le fait que l'adoption et la massification des nouvelles pratiques en agroécologie, en matière de protection des cultures, eh ben, elle est freinée par quantité de facteurs dont on sait qu'ils sont parfois à l'échelle individuelle hein, d'un agriculteur qui doit voilà, optimiser son profit et puis prendre des décisions qui sont d'ordre technique avec éventuellement des freins psychologiques, cognitifs et que ça c'est qu'une petite partie du problème parce que même un individu qui aurait ben, à cœur de s'engager dans une transition, bah, il peut pas sa décision elle peut bien être individuelle, mais malheureusement elle est imbriquée dans un système qui n'est lui pas du tout individuel, qui est collectif, donc avec des acteurs en amont et en aval de la décision de l'agriculteur, et dont on a déjà démontré par multiples travaux de recherche, beaucoup financés par Ecophyto, bah, voilà, qu'il y a des verrous, quoi. Et donc, ces verrous, ils ont été identifiés, mais si vous voulez, cet appel à projet, il cherche à un petit peu documenter davantage les raisons pour lesquelles certains acteurs sont confrontés, voilà, développe des intérêts qui sont donc contradictoires. Et nous, on aimerait bien y voir plus clair dans le cas voilà, de situations assez concrètes au niveau de certaines filières, au niveau de certains territoires, en s'attachant à certains objets ou à certains types d'acteurs. Voilà, ce qui pourrait voilà, être considéré comme un levier plutôt qu'un verrou. Et donc, on a choisi d'appeler ça les parties prenantes, parce qu'acteurs, ça suggère qu'ils agissent. Et il y en a beaucoup qui n'agissent pas pour la transition agroécologique, alors que parties prenantes, ça veut seulement dire qu'ils sont imbriqués
dans une décision collective qui les dépasse probablement. Et donc, voilà, on a opté pour cette terminologie. Est-ce que ça vous convient? Oui, très bien. Et alors, ensuite, on peut décrire les objectifs généraux Ou- où tu... Oui, Oui, tu ben, viens un peu de les dire, oui, hein, voilà. Donc, oui, ce qui était oui. important pour nous, c'était de dire que oui, on s'inscrit dans la tradition des projets, des financements précédents d'Ecofito qui visent à caractériser les interactions entre les acteurs d'une même échelle territoriale, mais on tient beaucoup à explorer les fronts de science en s'intéressant à des acteurs qui sont peu étudiés, et pour cause, parce que c'est très difficile de les faire entrer dans des projets académiques. Et, mais voilà, on part du principe que c'est pas impossible et donc s'il était, voilà, si les équipes de recherche qui sont à même de développer des partenariats avec les distributeurs, les conseillers, l'agro-industrie, les fournisseurs d'intrants, les décideurs publics, nous on pense que ça pourrait être très très souhaitable et favorable pour l'élaboration des politiques environnementales futures. Et donc voilà, on espère beaucoup que les projets qui seront soumis s'attacheront à défendre ce front de science sur des questions qui n'ont pas encore été questionner jusqu'à présent, sachant qu'il y en a quand même déjà beaucoup qu'on connaît bien. Et donc, il va falloir faire de la nouveauté. C'est tout le challenge de ce guichet. Oui, bonjour, Je bonjour vais tout le de- monde. Bonjour Merci, Laurent, bonjour, merci merci. pour prendre la suite. Je vais, oui, avec Julie, nous allons alterner les prochaines diapos euh, qui sont synthétisées dans cette présentation. Donc, Julie a bien présenté les enjeux généraux de cet appel, dont l'objectif est bien de comprendre un peu les intérêts des acteurs et comment ces intérêts peuvent interagir dans un système agroalimentaire et du coup provoquer soit des zones de consensus, soit des zones justement de conflit dans des démarches soit d'approche participative, soit de régime concurrentiel, ce qui peut parfois provoquer évidemment des déséquilibres. Il y a 7 enjeux qui vont être brièvement exposés ici avant de rentrer dans le détail de chacun d'entre eux. Il y en a qui sont transversaux, notamment la dimension des stratégies organisationnelles de chaque partie prenante, et aussi un autre axe transversal, enfin géographique, comme la cohésion territoriale de ces stratégies, comment elles s'intègrent, comment elles interagissent. Et un dernier point également sur les contextes, un certain nombre de contextes particuliers dans lesquels s'intègrent les agriculteurs, mais pas que, c'est-à-dire des agriculteurs ou des parties prenantes qui souhaiteraient pouvoir s'engager dans des démarches de réduction de pesticides de synthèse, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de le faire, d'autres qui n'ont pas les moyens de s'y engager. Bon, j'y reviendrai brièvement. Et puis, il y a une présentation sur les autres enjeux qui concernent les acteurs, les autres parties prenantes de la filière en amont et en aval, ce qui comprend en aval, par exemple, les consommateurs, et en amont, le conseil agricole, les distributeurs de produits phyto, les transformateurs. Et donc, l'objectif, c'est de voir un peu comment interagissent toutes ces parties prenantes, dont un but commun serait évidemment la réduction de la dépendance aux pesticides de synthèse et qui serait, comment dire, présenté de façon éclairante dans le cadre d'un objet de recherche, qui peut être une certification, par exemple, ou bien une filière. Concernant le dernier point sur les contextes dans lesquels s'insèrent les agriculteurs, on aura l'occasion d'y revenir, mais Julie l'a très bien exposé, c'est de travailler sur certains groupes de parties prenantes particuliers que l'on connaît, mais qui n'ont peut-être pas fait l'objet d'une documentation suffisamment spécifique, notamment lorsqu'on considère l'hétérogénéité des profils de producteurs. Diapo suivante. Donc ici, il s'agit de comprendre dans cet enjeu la stratégie organisationnelle que chaque partie prenante adopte face aux produits phytopharmaceutiques. Et il s'agit vraiment de comprendre ce qui souvent est fait, mais en introduction de démarches, de projets, ou présenté à la fin comme un constat, c'est-à-dire comment chaque acteur, chaque partie prenante d'une filière, d'un système sectoriel d'innovation ou du chaîne de valeur va interagir en fonction de ses propres objectifs et de ses propres intérêts, qu'ils soient, qui peuvent être soit
en lien avec l'organisation, c'est-à-dire quel est l'objectif d'une entreprise, quel est l'objectif d'une coopérative, quel est l'objectif d'un consommateur, et dans le cadre cohérent d'une chaîne de valeur, comment ces objectifs coïncident ou non dans l'objectif fixé. Et cela implique donc d'étudier les stratégies en termes de spécialisation ou de diversification euh, productive et commerciale, c'est-à-dire comment ces objectifs interagissent et comment ils débouchent sur des stratégies du coup au sein de chaque partie prenante respective. Alors, s'agissant du deuxième thème qui concerne les territoires, alors le thème d'avant, on était sur un panorama plutôt au sein filière. Là, on est sur un thème plutôt pour les projets qui sont dédiés à l'agencement territorial et qui sont susceptibles de montrer en quoi le territoire est soit une contrainte supplémentaire, soit plutôt une solution au problème de la transition agroécologique. Donc là, ce sont des projets qui auront choisi un objet pour illustrer, alors soit pour documenter l'hétérogénéité des territoires avec des comparaisons, s'il y a plusieurs candidats parmi les territoires envisagés, plusieurs partenariats possibles, ça serait super. Soit au contraire mettre en évidence des régularités d'un territoire à l'autre. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur certains objets pour pouvoir documenter cette hétérogénéité versus régularité à l'échelle du territoire. Voilà. C'est un des thèmes où ça serait un peu parmi les plus ambitieux, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir documenter de manière assez précise pour un ou plusieurs territoires particuliers les acteurs clés dans, dans la transition. Et là, en ce qui concerne l'enjeu du diagnostic sur la part relative, le rôle et les modalités du conseil agricole, comment remodeler le conseil agricole pour soutenir la transition. Donc, Julie, tu n'hésites pas à compléter le propos. Euh, c'est bon, les moyens nécessaires pour que le conseil agricole, qui occupe une place centrale, hein, qui est bien connue dans les démarches enfin, de transition agroécologique, pour que ces moyens soient bien évalués et à la hauteur des attentes qui peuvent être faites. L'indépendance du conseil agricole et ses moyens d'action. Conseil agricole qui peut être l'objet évidemment des chambres d'agriculture, mais aussi hein, des grands groupes phytopharmaceutiques hein, qui ont aussi leur propre système de conseil agricole. Et sur le dernier point, c'est vraiment à partir du constat de l'agroécologie qui a la particularité d'être intensive en connaissances et en compétences hein, par rapport à d'autres techniques. Et donc, c'est tout le rôle de l'acquisition de ces compétences et de ces connaissances, comment elles s'accumulent, comment elles se transfèrent. Est-ce qu'elles se font par des voies académiques, par de la formation continue? Est-ce que ça se fait par l'expérience concrète sur le terrain? Donc, creuser effectivement cette question relative à la connaissance et à la compétence qui est une spécificité, enfin, l'une des spécificités de l'agroécologie et du coup, ce qui peut aussi favoriser ou pas le transfert de ces compétences et connaissances. Par exemple, ça peut être par le numérique ou d'autres approches novatrices au sein des organisations, enfin des différentes parties prenantes, que ce soit du producteur, le consommateur, etc. Et donc là, les projets donc sur Conseil agricole, c'est pas que Chambre d'agriculture et Institut technique, qui sont bien sûr emblématiques du Conseil agricole en France, mais les projets aussi qui mettent en évidence l'hétérogénéité du Conseil agricole, via les groupements agricoles et les syndicats, par exemple. Il y a toutes sortes d'entités en France qui font du Conseil agricole de manière directe ou indirecte. Ça nous intéresse aussi beaucoup. Oui, oui, pour compléter, en fait, c'est la variable dans cet enjeu, la variable éducation qu'on retrouve souvent dans des enquêtes statistiques hein, ou dans des analyses. C'est comment creuser quelle est la nature finalement des compétences et connaissances et l'hétérogénéité même que peut revêtir cette variable. Ouais, voilà. Je pense qu'on peut passer à l'autre thème. Alors ce thème, voilà, la thématique, on a mis distributeur. Bon, ça peut être fournisseur d'intrants. Donc les distributeurs, bon, bah, en France, c'est Fédération nationale agricole et LCA, la coopération agricole. Donc, qui sont les deux grosses entités qui gèrent la distribution. Ils sont déjà soumis à certaines politiques publiques, comme les certificats d'économie produits phytosanitaires, CEPP. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup de travaux sur le rôle qu'ils pourraient avoir. Déjà, en LCEPP, on ne sait pas si ça marche super bien, mais il y a peut-être d'autres voies qui seraient possibles et on n'a pas une très bonne vision du rôle
seraient susceptibles de jouer. Donc, on voudrait en savoir plus sur leur business model. Évidemment, eux-mêmes, ils sont soumis à des incitations différentes. Et quels pourraient être donc les leviers sur ce type d'acteurs pour les pouvoirs publics en termes d'incitation, d'accompagnement, de réglementation, de manière à les impliquer davantage dans la transition agroécologique. Et dans ce thème-là, on a mis distributeur, mais on aurait pu mettre fournisseur. C'est-à-dire le lien des distributeurs avec les producteurs de l'agrochimie nous intéresse aussi beaucoup. Euh, donc là, c'est peut-être un des thèmes les plus difficiles, hein, puisqu'il faut, dans le cadre d'un partenariat, un consortium, il faudrait trouver voilà, des partenaires sur cette partie amont. Et c'est toujours difficile, mais bon, peut-être la structure du financement est quand même intéressante. Donc peut-être qu'il y a des projets qui seraient susceptibles de répondre à ce thème particulier qui est hyper important, puisque ce sont des acteurs clés, en fait. Hein, ils pourraient distribuer autre chose que des produits chimiques, n'est-ce pas? Et donc, leur lien avec l'agrochimie est important. Euh, voilà. Mais c'est peut-être un des thèmes les plus difficiles, mais du coup les plus intéressants. Oui, pour compléter le propos, c'est que l'idée aussi, c'est dans l'identification des verrous, hein, dans les dynamiques du changement, c'est d'identifier bah, justement ces verrous qui, entre guillemets, peuvent être des angles morts, qui ne sont pas considérés parce qu'ils sont, entre guillemets, considérés comme difficiles, mais justement, c'est ce qui fait l'intérêt de s'y intéresser comme fond de science. Oui, donc là, c'est un enjeu concernant l'intérêt des consommateurs hein, pour les produits pauvres en produits phytopharmaceutiques, voire sans produits phytopharmaceutiques. Donc ici, c'est vraiment pour effectivement considérer l'intérêt permanent du rôle de la demande des marchés, du consommateur, de leurs préférences qui sont déjà très bien documentées et poursuivre dans cette voie bah, en termes de prix, en termes d'accès, en termes d'attente pour la qualité. Et l'intérêt de cet enjeu, comme je l'ai dit, hein, qui est bien documenté, bah, c'est de voir comment ça évolue hein, au niveau comment dire, de cette partie prenante particulière qui est celui du consommateur, bah, justement avec les tendances actuelles, au niveau des prix, au niveau bah, des affichages nutritionnels, par exemple, et les facteurs sociaux, comment ils peuvent comment dire, infléchir sur les comportements des consommateurs avec une dimension importante qui est celle des dimensions cognitives, hein, et entre parenthèses les croyances, les normes sociales, les habitudes, qui sont ici précisées dans cet enjeu, mais qui relèvent quand même un caractère assez transversal dans le cadre du projet. Hein, parce qu'évidemment, les croyances, les normes sociales ne concernent pas uniquement les consommateurs, mais l'ensemble, évidemment, des parties prenantes de la filière. Et c'est important de souligner qu'il y a d'autres projets qui ont déjà été financés sur les labels. Et donc, on n'interdit pas les labels, mais ça ne sera pas prioritaire dans la sélection parce que ça a déjà été beaucoup financé, les projets sur les labels. D'ailleurs, ça a été des super projets. Mais ce thème-là, voilà, il est peut-être sur des leviers qui sont complémentaires ou en tout cas nouveaux par rapport à ce qu'on sait déjà sur l'intérêt qu'ont les consommateurs pour les labels de qualité, quoi. Donc ensuite, le thème sur les transformateurs. Donc là, il est question des industriels, hein, bien sûr, les industriels de l'agroalimentaire, donc qui ont en charge donc, la transformation des produits agricoles en produits finis. Là, ce qui serait intéressant, c'est vraiment de pouvoir documenter les différentes stratégies, mettre en évidence les rapports de force, les dépendances par rapport entre transformateurs et agriculteurs, sur certaines filières en particulier. Voilà, toutes les filières sont éligibles sur ce thème-là. Donc, produits laitiers, viande, aussi bien que céréales, pain, farine, gâteaux, et puis fruits et légumes, même si vous voulez. L'idée, c'est vraiment d'essayer de montrer le rôle qu'ont les transformateurs dans la chaîne via typiquement leur politique RSE, leur politique d'innovation. Des fois, ils sont innovants pas que sur les technologies, ils sont aussi innovants sur les types de contrats qu'ils proposent aux agriculteurs. Et ça, en fait, on n'a pas de... On a... C'est la première fois qu'il y a un gros financement sur ces problématiques très spécifiques et qui nous intéressent beaucoup parce qu'en fait, on n'a pas d'informations précises, filière par filière,
territoire par territoire. Bon, enfin, bon, là, les transformateurs, ils sont au niveau national, mais en tout cas, voilà, on manque de billes sur l'hétérogénéité des liens qu'ont les agriculteurs avec leurs différents transformateurs, enfin, les coopératives avec leurs transformateurs. Donc ce thème-là est un thème prioritaire pour nous aussi. Oui, et là, c'est donc le dernier enjeu, c'est celui vraiment de la compréhension des contextes dans lesquels s'insèrent les agriculteurs qui n'ont pas initié une réduction des produits phytopharmaceutiques. Là, il s'agit effectivement d'essayer de comprendre pourquoi il y a des problèmes d'adoption, de mise en transition, comment dire, oui, de changement d'organisation des exploitations agricoles et de mieux comprendre au niveau d'un certain nombre de cas particuliers, c'est-à-dire d'identifier au niveau de l'hétérogénéité des exploitations agricoles et des profils des agriculteurs, pourquoi ils ne peuvent pas ou ne veulent pas s'initier dans une transition destinée à réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des produits phyto? Donc ça, c'est une question importante à essayer de comprendre. Est-ce que ce sont des agriculteurs d'exploitation qui sont engagés par des contrats, des cahiers des charges très rigoureux, justement au niveau de l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière qui les contraignent à avoir un certain nombre de pratiques. Et donc, c'est d'essayer d'évaluer la nature de ces phénomènes, de ces groupes, de ces cas particuliers, de les approfondir pour les comprendre, et surtout pour savoir comment ils interagissent du coup par rapport aux autres parties prenantes de la filière, parce qu'ils sont interconnectés, quelle est la nature de ces relations et comment elles s'intègrent justement dans des dynamiques. C'est-à-dire, c'est pas statique. Est-ce que ça a toujours été le cas chez ces agriculteurs? Est-ce que ça va être encore le cas? Et comment la dynamique s'opère de façon endogène, c'est-à-dire auprès de ces agriculteurs et de ces exploitations, et de façon exogène, s'il y a des dynamiques qui peuvent être portées justement par l'aval de la filière, par d'autres acteurs ou par des politiques publiques. Donc les projets qui sont attendus sur ce guichet, donc c'est des projets plutôt courts, 36 mois, et plutôt très bien dotés, avec un maximum de 500 kg € par projet. Voilà, le taux maximum de subvention de l'OFB a été fixé à 75% des dépenses totales. Voilà, ce qui est standard et pas difficile à atteindre lorsque vous incluez les salaires des chercheurs. Les résultats attendus, pareil, sont plutôt habituels. Un rapport à mi-parcours et un rapport final. Des valorisations académiques, évidemment. Et également un support de diffusion à destination des parties prenantes et des politiques publiques. Ça, c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup dans Ecofito, puisque l'idée, c'est de faire la promotion des résultats des chercheurs auprès des pouvoirs publics. Et donc, à cet égard, on est intéressé d'avoir des documents qui sont lisibles par le commun des mortels. Et donc, d'ailleurs, voilà, on encourage beaucoup les chercheurs à faire cet effort de vulgarisation de leurs travaux académiques, au point d'ailleurs qu'il y a des webinaires qui sont organisés. Il y en a un au sein de l'INRA qui est le vendredi après-midi. Je vous encourage vivement à y participer. Je peux vous envoyer le lien si vous voulez. Voilà, donc ça, ce sont on va dire les attendus standards, hein, comme n'importe quel guichet, pour tout projet. Je vous mets le lien du webinaire en question dans le chat. Oui, et pour compléter, oui, c'est d'autant plus important que par rapport justement aux partenaires du projet qui pourront relever de la sphère privée, hein, et c'est le cas en général, d'être capable justement de transformer un peu les résultats scientifiques et des fonds de recherche plutôt génériques à destination justement de ces acteurs. L'un des objectifs de cet appel, c'est la capacité à les mobiliser justement dans les démarches éco-phyto. Et alors, concernant les attendus du consortium des projets de recherche, c'est associer à minima une équipe de recherche académique avec un rôle significatif dans la portée scientifique du projet, en particulier des chercheurs en sciences humaines et sociales. La multi et l'interdisciplinarité est encouragée. Alors c'est très important, oui, effectivement, l'interdisciplinarité, donc des spécialistes évidemment peut-être en agronomie sur les objets de recherche,
et dans toutes les autres sciences sociales. Je pense également à une discipline qui peut être intéressante, hein, c'est celle des sciences de gestion. Pourquoi? Parce qu'ils sont spécialisés dans l'analyse des organisations et des relations intra-organisationnelles et interorganisationnelles. Et donc, ça peut être un front de recherche académique assez novateur, assez intéressant, pour lequel Ecofito peut présenter, comment dire, des terrains novateurs pour ses équipes. Et le consortium devra également associer à minima un acteur partie prenante. Justement, l'objectif étant, au niveau de l'identification et des verrous et des moyens de pouvoir les lever, ben, justement d'aller vers ces parties prenantes, évidemment en ne s'interdisant pas de s'approcher des parties prenantes qui sont volontaires justement dans des démarches de changement. C'est pour cela que le consortium pourra associer des partenaires publics et privés. Donc ça sera, je pense, très, très positif. Et des consortiums incomplets au moment du dépôt de la lettre d'intention pourront être ajustés au moment de la phase d'échange et de suivi pour le dépôt des projets définitifs. Je ne sais pas si Sonia, tu souhaites... Je vais en dire quelques mots. Ouais. Euh, je peux prendre la suite si tu as terminé, parce que du coup, je vais présenter justement, avant de passer aux questions, les modalités un peu pas pratiques, on va dire. Donc, si c'est bon pour toi, je prends la suite. Euh, donc, effectivement, en fait, cet appel, il va être réalisé en deux phases. Donc, une première phase qui est le dépôt des lettres d'intention. Donc, sur le site dédié, hein, que le lien, vous l'avez dans le texte de l'appel à manifestation d'intérêt. Et donc, vous retrouverez toutes les informations et dont le contenu de la lettre d'intention, hein. Et il s'agit de remplir sur cette lettre les objectifs détaillés en argumentant donc, le positionnement par rapport à cet appel. Montrer voilà, le caractère original et novateur, hein. Julie et Laurent l'ont dit, on a déjà financé aussi des projets et donc là, on va vraiment chercher la nouveauté. Mentionner si ça peut faire le lien quand même avec d'autres projets qui ont été passés ou déposés, même en dehors d'Ecofito. Bien indiquer les questions hypothèses scientifiques, hein, les méthodologies mises en œuvre, les partenaires, compétences, les résultats attendus, les livrables et valorisations envisagées. Et puis, toujours dire un mot sur quels vont être l'apport de ces résultats par rapport aux objectifs de la stratégie Ecofito 2030 dont vous a parlé Marie-Camille en début de présentation. Et voilà, les références bibliographiques. Donc, ça, c'est la première phase, la dépôt des lettres d'intention. Donc, il y aura une sélection, hein, de ces lettres d'intention par le CSO ERI. Et pour les lettres d'intention qui auront été retenues, on organise un séminaire d'échange avec les porteurs de projets, donc dont les lettres auront été retenues, qui est le 3 juillet. On a déjà fixé la date, donc voilà. Donc, et ce sera l'occasion pour les porteurs qui ont été retenus de pouvoir échanger un peu plus. Alors, ce sera en visio, hein, mais en directement poser des questions pour vous aider et vous accompagner à construire votre projet complet qui sera à déposer, j'ai rappelé le calendrier, mais au plus tard pour le 24 octobre. Donc, on rajoute un peu une étape, mais elle fait pas vraiment, enfin, elle fait pas partie du processus, on va dire, officiel, mais c'est nous pour vous accompagner, pour vous aider. On réalise ce séminaire d'échange qui permet voilà, de vous guider davantage. Donc, le calendrier pour le dépôt des lettres d'intention, c'est au plus tard pour le 16 mai. Voilà. Et puis, donc le séminaire, je l'ai dit, les projets complets. Et l'idée sera de sélectionner vraiment les projets lauréats en fin d'année 2024, début d'année 2025. Pardon, il y a une erreur. Enfin, janvier 2026, du coup, pardon. Et pour conventionner sur le premier trimestre de 2026 avec l'OFB. Je reviens un petit peu en arrière, voilà, juste pour vous dire que la page Ecofitopic, vous retrouverez dessus le lien donc, et toutes les informations liées à cet appel, le calendrier, les dépenses, enfin, la lettre d'intention, mais également aussi une annexe qui vous précise les dépenses éligibles. Voilà.
Euh, pour toute question, on est là, nous, l'équipe animation. C'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment présenté au début de ce séminaire, mais on œuvre aux côtés voilà, du CSORI et des copilotes ministériels pour opérationnaliser un petit peu toutes les actions. Donc, si vous avez une question, vous n'hésitez pas à nous contacter sur animation.ecofito@inrae.fr. Et nous, donc, si on peut vous répondre directement, ou dans tous les cas, on est un relais auprès des membres du CSORI et des équipes de l'OFB, notamment sur les questions financières, puisque ce sont eux qui vont financer hein, cet appel à projet. Et donc, on est toujours très en lien avec nos collègues de l'OFB et qui n'hésiteront pas à vous répondre. Et aussi, ce webinaire de présentation est enregistré. Donc, on le mettra aussi à disposition sur Ecofitopic. On vous retransmettra le lien et on pourra le rediffuser. Comme ça, vous pouvez voilà, le transmettre à ceux qui n'auraient pas pu assister ou en tout cas, vous le réécouter au besoin. Au besoin, voilà. Donc, pour ma part, c'était tout ce que j'avais à vous préciser. Et donc, on peut passer, à moins que si mes collègues n'ont rien d'autre à ajouter, on pourra passer aux questions-réponses, sachant que donc, vous avez Laurent et Julie qui étaient copilotes voilà, de la mise en place de cet appel, mais il y a eu tout un groupe du CSORI qui a travaillé aussi, et je crois qu'on a en tout cas 8 membres présents qui pourront aussi aider à répondre à vos questions du CSORI. Donc, n'hésitez pas. Et je crois qu'on a une première question de Maëlle Gallio. Oui, bonjour, Maëlle Gallio de la Fédération du négoce agricole. Nous, on est très intéressés par le point 4 du coup, pour l'implication des distributeurs. Juste, j'ai vu pour les taux de financement, c'est 75% pour l'OFB, mais du coup, je ne sais pas pour les autres organismes, comment ça se passe. Alors, en fait, enfin, le financeur de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est donc l'OFB. Et l'OFB va financer à 75% le Ok, coût je pensais que le du projet pour projet. l'OFB. Ok, Voilà. que c'est les projets sont. Ok, pour toutes les parties prenantes, c'est jusqu'à 75%. Voilà, c'est ça. Et en fait, chaque partenaire va devoir apporter 25% d'autofinancement. Oui, bien sûr. Ok, Enfin, à minima, ou ok. ou au maximum, au Oui, minimum, oui. minimum, oui. Au minimum, Euh, oui, c'est ça, au minimum, pardon, 25% de part d'autofinancement. Ok. Et sur la partie, du Et coup, pardon, non, allez-y. non, non, je vous en prie. Du coup, il faut associer du public donc au projet, est-ce que j'ai compris? Du coup, on peut associer l'INRAE directement dans nos projets, ça. Ok. C'était pour savoir parce que si l'INRAE est porteur de l'appel à projet, je ne sais pas si on peut les solliciter aussi pour poser des projets avec nous. Si, si. Alors, dans tous les cas, dans le consortium, on veut un minimum effectivement une équipe académique, hein, puisqu'on est vraiment Oui. sur de la recherche. Donc ça, mais l'équipe académique n'est pas forcément celle qui porte le projet. Elle peut être partenaire. Ok. Voilà. Donc tout le travail peut être réalisé par la partie prenante, mais donc juste suivi par une équipe académique du public. C'est ça? Bah non, parce qu'il faut des publications scientifiques. Oui. Donc, Ok, il peut pas y avoir de prête-nom. Vous êtes obligé de collaborer. Par contre, vous pouvez être co-auteur des papiers. Ça, c'est important. ok, Ça, c'est ok, important. merci. Si jamais il n'y est Voilà. pas, je demanderai. Merci beaucoup pour Voilà. vos Merci. réponses. Ouais. De mon côté. Oui, je vois Régis. Vous m'entendez? Oui. Moi, je reviens sur un point particulier. Donc, oui, je vais me présenter. Régis Marjollet, représentant des conseillers indépendants français. Ça s'appelle le PCIA. On est prêt à déposer un projet sur le guichet. Ma question est de savoir si cette lettre d'intention, c'est un one-shot ou s'il y aurait l'occasion de rediscuter après. Voilà. Tu veux répondre, Sonia? Bah, vas-y. Donc, la lettre d'intention, c'est la première étape. Euh, on peut se désister entre la lettre d'intention et le dépôt du dossier final. Et on peut aussi écrire une lettre d'intention quand on a un consortium incomplet, c'est-à-dire en disant qu'on prévoit tel ou tel partenariat, euh,
voilà, avec plus ou moins de garanties sur la crédibilité et la solidité du partenariat en question. Mais voilà, une lettre d'intention, comme son nom l'indique, c'est seulement une lettre d'intention. Si après, au webinaire des gens présélectionnés, vous dites que bah, finalement non, c'est tombé à l'eau, voilà, on voit dans quelle mesure on peut Non, quand non, même récupérer le non, nous, projet. il n'est pas question qu'on en dépose un pour abandonner. Ah, La question, c'est simple, si on dépose un projet et qu'on trouve des synergies avec d'autres projets, est-ce que c'est vous qui faites le lien ou pas, des choses comme ça? ah bah oui, mais le webinaire de juin, c'est fait exprès, c'est fait pour ça. Oui. D'accord, ok. Euh, Et puis, autre, oui. allez-y, excusez-moi. Non, non, j'attendais la validation de Sonia. On est bien d'accord qu'on c'est typiquement le genre de Euh, questions qu'on aborde oui, au séminaire de juillet, au qu'est-ce que je webinaire de disais, voilà, juillet où on met que en... voilà, ceux qui auront été sélectionnés, on peut complètement, à ce moment-là, faire- préconiser des rapprochements, etc. Voilà, Oui, c'est c'est ça. prévu là. Bon, d'accord. Et puis, j'ai encore une autre question. Quand on parle de SHS, sciences humaines et sociales, là, des projets sur 36 mois, ça fait un peu court, parce que, non? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est comme ça. Pour être clairement. Voilà. Oui, oui, oui. Bah, moi, je suis sciences sociales, je suis d'accord avec vous, mais c'est comme ça. Mais oui, oui, oui. C'est pour ça que il faut partir d'un partenariat de zéro que vous connaissez pas. C'est peut-être un peu risqué. C'est pour voilà. Mais des Ça peut. partenariats, on en a, vous inquiétez pas, mais D'accord. on a déjà discuté avec eux. Quand on parle de SHS, sur 36 mois, ils vous disent que c'est pas possible, quoi. Eh oui, À eh moins de oui. laisser de côté des sujets. Alors, de Et toute puis, façon, le guichet finance pas de thèse, donc vous pouvez toujours répondre que c'est pas un guichet. Par contre, ça finance des CDD, donc des post-doc. ouais. Donc ça, c'est peut-être ce que vous pouvez leur expliquer en disant, voilà, c'est des projets un peu pointus, pas pour des étudiants en doctorat, mais plutôt pour des chercheurs confirmés. Donc ça finance du CDD, mais pas de doctorat, raison pour laquelle voilà, c'est sur 36 mois et c'est un peu, oui, c'est pas du temps long. Mais oui, je suis d'accord avec vous, c'est une contrainte, D'accord. Et mais puis, bon. j'avais encore eu. Ouais, on est d'accord. J'ai une question. À un moment, il y a quelqu'un qui a parlé de future politique environnementale, là, Oui. l'objectif du projet, là. On peut en savoir plus, non? Oh non, mais là, j'étais pas. C'est une porte ouverte, c'est juste pour. Non, non, c'est comme C'est tous les projets éco-phyto. On espère de tout cœur que on pourra, que les résultats seront utiles pour la suite de la politique agroécologique en France, hein. Non, non, il n'y avait pas de sous-entendu. ok. C'était Et juste puis, pour caractériser le côté appliqué du guichet, que les d'accord. résultats, voilà, ça soit un peu concret, quoi. Ouais. Et puis, une dernière question. Réduire l'usage des phytos, c'est sur quelle base d'indicateur? Ben, rien ne dit qu'on Parce que mesure. en droit européen, par exemple, les biocontrôles, en France, on a un biocontrôle, mais certains Oui. biocontrôles sont des phytos dans l'Europe. Faut Ah savoir oui. qu'on parle quoi, pour être clair, quoi. Voilà. Ah oui, oui, non, ben, dans le cadre franco-français, donc Dans le cadre pesticides chimiques franco-français, ok. et que biocontrôle, oui, et produits de synthèse, non, si c'est ça que vous entendiez. Non, on va dire, il y a des biocontrôles en France qui sont considérés comme des biopesticides, mais par l'Europe, sont considérés comme des pesticides. Ah, Donc, d'accord. Oui, oui, voilà, je vois. Non, ma non, là, question était là. c'est français. On est dans le cadre français, oui. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Et merci pour vos questions très intéressantes. Merci. Je vois une main de Anaïg Bloin. Oui, bonjour. Bonjour. Donc Anaïg Blouin du CIRAD. Du coup, je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport aux filières tropicales, donc qui ont des productions à la fois sur des territoires français, mais aussi sur des territoires pays tiers. Est-ce que c'est éligible ou pas? Alors, il me semble que le projet, doit être dans les règles de l'OFB. Je ne suis pas me penser, mais ça doit être sur les territoires. Il doit être réalisé sur les territoires français. Il faut D'accord. qu'il y ait Je ne au sais pas moins si. un territoire qui soit localisé en France métropolitaine et les DOM. Oui. Qu'il y ait d'autres Les sites, DOM aussi. Et- enfin non français, c'est possible, ça ne pourra pas être éligible hein, aux dépenses. Donc il faut qu'il y ait les DROM sont quand même concernés. Oui, bien sûr. Et j'ai deux autres questions. Donc, du coup, si on étudie un consortium multi-acteurs, avec notamment l'aval de la filière, en fait, qui nous intéresse particulièrement, parce qu'on pense que c'est un levier important,
notamment sur les filières d'import, comme le sont la banane, puisqu'en l'occurrence, c'est la banane qui est concernée. Est-ce qu'on peut considérer que que le projet serait éligible, sachant qu'il y a une partie qui est effectivement produite dans les DROM, mais une autre partie qui est produite euh, hors DROM, en fait, donc hors France? Oui, oui, à partir du moment où quand même, enfin, de toute manière, comme disait Laurent, enfin, les dépenses ne seront pas éligibles enfin, sur, voilà, sur un autre territoire, mais Oui, mais si je c'est pense que si c'est des dépenses qui sont liées à de la recherche, enfin, du coup, ce ne sera pas forcément lié à un territoire, c'est-à-dire que ça sera plutôt lié sur une filière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment plutôt sur l'aval de la filière, notamment. Et donc, sur l'aval de la filière, mais enfin, pour la banane consommée en France, hein, bien sûr. Donc, voilà, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui est envisageable. je pense que c'est envisageable, hein. Ouais, je pense qu'on peut peut-être vérifier auprès de l'OFB, mais si les résultats sont applicables, ont une application pour la France, Mm. normalement, ça fonctionne. D'accord. Et alors, du coup, mon autre question, c'est concernant les EPIC, puisque le CIRAD est un EPIC. Est-ce que les salaires des chercheurs CDI sont pris en compte ou pas? Bah, non, dans la part d'autofinancement, mais ils D'accord. sont Ok. pas, non, sinon les salaires des EPIC ne sont pas éligibles au financement OFB. Merci. Merci à vous. Hmm. Il y a d'autres questions parce que je ne vois pas forcément si j'ai. Oui, Maëlle Gallot, la FNA, je voudrais bien juste Oui, remonter sur la question qui vient d'être posée. Du coup, c'est que pour les EPIC que les salaires ne sont pas financés en CDI ou est-ce que ça s'applique à toutes les parties prenantes? Est-ce qu'il peut y avoir une part de financement si le projet est pris en charge par un CDI? pour les entreprises privées, Oui, ça fonctionne, mais par contre, à partir du moment où c'est du public, non, ça doit rentrer dans la part d'autofinancement, que ce soit chambre d'agriculture, ok, mais pour les voilà. entreprises, c'est ok. Pour les entreprises, oui, ça peut être pris en charge, les salaires. C'est des- Ok, d'accord. Donc, salaire et après, projet, déplacement, salle, tout Oui. ça, tout ce qui est mis en place et la rédaction. Ok, super, merci pour votre Et, réponse. sachant que, voilà, n'hésitez pas à aller regarder, il y aura l'annexe hein, associée à Mhm. l'appel à projet qui détaille, hein, enfin, qui vous guide un petit peu hein, sur ces dépenses éligibles et qui rappelle un petit peu tout ça. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi pour justement l'éligibilité des dépenses. Super, merci. Oui, Nicolas? Oui, bonjour Nicolas Minet-Jolin, INRAE. J'étais chagriné d'entendre que les projets portant sur des labels n'étaient pas prioritaires parce qu'il y avait eu un appel précédent portant sur les labels. Donc moi je suis chagriné parce que j'avais en tête le fait de déposer un projet sur une forme de labellisation et ceux qui me connaissent peuvent imaginer ce que j'avais imaginez proposer. Ma question, c'est est-ce qu'il existe un endroit nous permettant de nous informer sur les projets qui avaient été financés dans le cadre de cet appel d'offres finançant des labels et sur les sorties, me permettant d'évaluer dans quelle mesure ce que j'ai en tête est original par rapport à ce qui a déjà été fait et d'évaluer si j'ai une chance de voir un projet aboutir et être financé. Bah, dans le chat, on va remettre la page des appels parties prenantes. Et donc, il y a un livret qui décrit aussi, voilà, il y a toutes ces informations sur les projets, avec aussi les noms des porteurs, voilà, si besoin d'être contacté pour avoir un peu plus d'infos sur ce qu'ils ont fait, si c'est pas assez clair dans la fiche de présentation des projets. Donc, il y a à la fois la fiche de présentation des projets et il y a eu un séminaire intermédiaire. Donc, il y a aussi normalement une présentation de leurs résultats mi-parcours. Merci, Donc, oui. normalement, il y aura pas mal d'infos et je crois que Caroline a mis dans le chat le lien. Donc, D'accord. Bah, merci beaucoup. oui. Ça m'intéresse et je l'avais pas, j'ai cherché, je l'avais pas trouvé, donc c'est. Ouais, Voilà. D'un bah, point de vue pratique, si c'est un thème qui a déjà été documenté, mais que c'est nouveau, bah, faut soumettre. Hmm. Faut pas être chagriné. Non, non, Merci. c'était juste que voilà, on disait, soyez vigilants, soumettez pas un truc qu'on a déjà financé, mais si Hmm. c'est nouveau, c'est nouveau. ouais. Ok, merci beaucoup. Surtout que bon, on demande justement dans l'argumentaire de la lettre d'intention de préciser le caractère novateur. Donc ça, Hmm. voilà.
Ça peut être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, je ne vois pas forcément les mains levées. Non, il n'y a plus de questions. Bon, dans tous les cas, hein, nous, comme je vous disais, on reste à voilà, à votre disposition. Si d'autres questions venaient après, on remet donc sur la page Ecophytopic, ce webinaire sera donc retransmis. Donc voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si besoin. Et s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on va pouvoir clore ce webinaire. Voilà, je vais remercier bah, tous vous qui avez été présents et puis tous ceux qui ont contribué, participé à cet appel, à lancer cet appel, à être là aussi aujourd'hui. Ah, si je vois encore une question, pardon. Non? Anaïs Bloin? Oui, Ah excusez-moi, oui. Elsa Lemer, je travaille avec Anaï. Ah. C'était une petite question au niveau de la lettre d'intention. Est-ce qu'il y a... J'avais pas l'impression qu'il avait besoin de mettre d'informations par rapport au budget. Il me semble que si on vous en demande quand même. Pas quand même. Pas Enfin, vous pas savez. de manière exhaustive et enfin Oui, mais au détaillée, moins, mais voilà, au moins un ordre pour être d'idée. sûr, ouais, Ouais. ok. Mm. Super, merci. Mais peut-être qu'il a été, peut-être qu'il faut souligner que en balance du fait que les projets sont courts, c'est qu'ils sont financés rapidement. C'est-à-dire que là, on est en mars pour une mise à disposition des fonds début 2026, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc oui, ce sont des projets courts, mais ils sont financés dans pas longtemps. Donc c'est aussi ça qu'il faut mettre en balance pour les équipes qui veulent se monter. C'est intéressant de ne pas avoir à attendre 2 ans ou 1 an et demi avant de démarrer les travaux et d'avoir les budgets à disposition. C'est un plus. Bah, merci à tous. Euh, Merci et Sonia. bah, merci, voilà, merci de votre participation, de votre présence. Et puis, bah, on vous souhaite une bonne continuation, de faire de bonnes propositions. Et on attend vos propositions. Voilà, on sera ravis. Et bah, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.